Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans la série de la durabilité des matériaux, nous allons traiter cette fois-ci la carbonatation du béton. Ce sujet va comprendre plusieurs points. Le premier, c'est le mécanisme général. Le deuxième, c'est les conséquences de la carbonatation sur la microstructure du béton. Le troisième, la mesure de la profondeur de carbonatation. Le quatrième, c'est la cinétique de la carbonatation. Le cinquième, c'est l'influence de la composition et des conditions de mise en œuvre sur la carbonatation du béton. Et enfin, l'influence des additions minérales sur la carbonatation. Quel est le mécanisme général de carbonatation? Donc le dioxyde de carbone, le CO2, qui est présent dans l'air, pénètre sous forme gazeuse dans le béton par le réseau poreux ou par les fissures. En présence de l'eau, il existe au moins dans les pores les plus petits, il provoque une réaction chimique, dite la carbonatation, avec la pâte de ciment hydratée. Cette réaction transforme les produits d'hydratation, notamment l'hydroxyde de calcium, la portlandite, c'est-à-dire le CaOH2, en carbone de calcium, c'est-à-dire le CaCO3. La carbonatation fait intervenir une chaîne de réactions. En premier lieu, c'est la dissolution du CO2 dans l'eau. Donc, le CO2 va se dissoudre dans l'eau par les trois équations. Donc, la première équation, c'est le CO2 plus H2O. Il va nous donner le H2CO3. En plus, le CO2CO3 avec l'H2O, il va nous donner le HCO3- et le H3O+. Enfin, le HCO3- il se décompose avec l'eau pour donner le CO3- et le H3O+. Deuxième réaction, c'est la réaction de l'acide carbonique avec la portlandite, après la dissolution de la portlandite. Ça veut dire que le H2CO3 va réagir avec le CaOH2 pour donner du calcaire, le CaCO3, plus 2H2O. L'une des conséquences de la consommation de la réserve basique que constitue la portlandite est la baisse du pH de la solution interstitielle du béton. Initialement compris, elle est au départ de 12,5 à 13,5 par la libération du H3O+, jusqu'à des valeurs voisines de 9, d'où une dépassivation de l'acier d'armature, ce qui fait, il est à noter qu'en présence de bases alcalines NaOH et KOH, la solubilité de la chaux est relativement faible et que la réaction sera ralentie. Cependant, les bases alcalines peuvent elles aussi se carbonater, donc selon les deux équations qui sont présentes ici. La carbonatation des bases alcalines augmente la solubilité de la chaux qui peut alors se carbonater en plus grande quantité, comme il est sur les deux équations. La carbonatation aussi, elle altère également les hydrates de la pâte de ciment durcie, les silicates et les aluminates, dans le cas des CSH, ceux qui ici peuvent évoluer jusqu'à aboutir à un matériau amorphe de type gel de silice, selon l'équation H2CO3 plus CaO.SiO2 NH2O. Elle nous donne le CaO3, le calcaire, plus de SiO2 NH2O plus H2O. La portlandite est le composite qui est le carbonate le plus rapidement, mais les autres composites, c'est-à-dire les aluminates et les silicates de calcium, sont aussi sensibles à l'attaque du CO2 et produisent aussi également de la calcite. Dans cette figure,
Nous allons vous expliquer ce que c'est le mécanisme de carbonatation du CaOH2, la portlandite. C'est-à-dire, cette figure représente de manière schématique la succession des réactions élémentaires qui ont été présentées précédemment. Donc, pour le béton, la présence d'un liquide interstitiel en quantité suffisante dans la porosité des bétons, il permet au CO2 présent dans l'atmosphère, qui est sous forme gazeuse, de se dissoudre avec de l'eau et pour donner les ions C3+, mais en trois phases. La première phase, selon la figure à gauche, le CO2 va se transformer en H2CO3, puis en HCO3-, puis en C3-, c'est-à-dire le premier composant de CaCO3. En deuxième lieu, à droite de la figure, le CaOH2, c'est-à-dire la portlandite, va se transformer en OH-, et puis avec de l'eau, elle va nous donner le H3O+. Et d'un autre côté, elle va nous produire le Ca2+. Le Ca2+ va réagir, comme on voit au milieu de la figure, va réagir avec le C3-, pour former le CaCO3. Le CaCO3, c'est le composant de la carbonatation, c'est-à-dire le mécanisme de carbonatation est un produit du CO2 dans l'air et de la portlandite qui est un élément du béton pour donner le calcaire ou le CaCO3. Quelles sont les conséquences de la carbonatation sur la microstructure du béton? Donc, après la carbonatation accélérée, donc la porosité du béton diminue. Ceci est dû au fait que les volumes molaires des produits de la réaction de carbonatation sont supérieurs à ceux des hydrates à partir auxquels ils se forment. Donc, si on prend un exemple lors de la formation du calcaire, donc si on prend l'exemple du volume molaire de la portlandite qui est de 33,2 et le volume molaire de CaCO3 qui est de 36,9 cm3 par mol, donc on trouve qu'il y a une augmentation de plus de 11%. Donc le volume molaire, si on prend le cas de CSH, il passe de 12 à 16. Ce qui fait que par rapport à un CSH sain à un CSH carboné. Donc, ce qui fait c'est une plus de 30% d'augmentation du volume molaire. Les carbonates formés donc vont remplir les vides des capillaires initiaux, des pores, et cela fait augmenter directement la résistance mécanique et surtout aussi le module d'élasticité après la carbonatation. Si on peut voir la figure qui est à droite, c'est une figure qui représente un béton étudié à une résistance moyenne de 25 mégapascales à 28 jours. Les porosités sont mesurées à partir de 14 jours de carbonatation accélérée. Donc cette carbonatation accélérée se fait à partir de l'issue de 3 mois de conservation dans l'eau et 1 mois d'étuvage à 45 degrés Celsius. Le transfert du CO2 à travers le béton se faisant de gauche vers la droite. La précipitation de la calcite au sein de la matrice cimentaire a pour conséquence une diminution de la porosité. Ceci rend plus difficile la pénétration des espèces agressives dans le béton, ce qui veut dire que les pores sont fermés et ne laissent pas pénétrer l'agression chimique. Donc, la carbonatation n'est pas, en conclusion, n'est pas en soi-même nocive pour le béton. Elle est au contraire souvent
été mentionné dans la littérature scientifique que la résistance mécanique et le module d'élasticité augmentent après carbonatation. Il est à noter aussi que les bétons qui sont fabriqués avec des ciments contenant des laitiers, des fourneaux, voient leurs caractéristiques mécaniques se détériorer après la carbonatation en raison de l'augmentation de leur porosité, c'est-à-dire c'est le cas contraire. Comment on mesure la profondeur de carbonatation? Donc la carbonatation du béton s'accompagne avec une diminution progressive du pH, comme on peut voir sur la figure qui est à droite de l'écran. Il est utile de connaître la profondeur à laquelle le pH atteint une valeur de l'ordre de 9, c'est-à-dire un pH de 9, car une armature d'acier qui est située à cette profondeur est une zone de corrosion et la technique la plus simple pour mettre en œuvre est le test à la phénonaphtaline, qui consiste à mesurer le changement de couleur de cet indicateur coloré en fonction du pH, comme on le voit sur la figure à gauche. Le virage de la phénonaphtaline est représentatif d'une zone de pH de l'ordre de 9,5. La mesure du profondeur de carbonatation s'effectue de manière normalisée en faisant la moyenne des valeurs mesurées en différents points. Comme on peut voir sur la figure qui est à gauche, les échantillons de béton confectionnés avec un rapport E sur C égale à 0,7 de part et d'autre du front de neutralisation décelés par le virage de l'indicateur, donc le passage de couleur. Le pH évolue progressivement sur une épaisseur de 20 mm environ, de 8,5 à 11, comme on peut le voir sur la figure à droite, de 8,5 vers 11. Sur la figure à gauche, donc la mise en évidence de profondeur carbonatée par la phénonaphtaline dans un béton courant, on peut voir la zone sombre en couleur pourpre. En réalité, c'est-à-dire on peut dire qu'il est violet, à cœur de représente que le béton est non carbonaté. Ça veut dire que le béton est sain lorsque la couleur est violet. C'est-à-dire, on peut expliquer aussi par le non-virage de la phénonaphtaline. Donc, c'est quoi? C'est un pH qui est supérieur à 9,5. La zone, par contre, la zone la plus claire, représente le béton carbonaté, qui est affecté, qui est agressé, selon cet indicateur coloré. La variabilité de l'épaisseur du front est due aux présences des granulats et au fait cinétique. La figure montre que la profondeur de carbonatation est plus grande dans le béton courant, c'est-à-dire le béton qui est en haut, les deux éprouvettes qui sont en haut par rapport aux deux éprouvettes qui sont en bas, qui sont de plus faible carbonatation. Influence de l'humidité relative sur la carbonatation. Donc, l'humidité relative du milieu environnant qui détermine la teneur en eau de béton, elle est également un paramètre important ou fondamental. Quand l'humidité relative augmente, la fraction des pores remplis d'eau augmente aussi et gêne la diffusion du CO2 qui est environ 10 000 fois plus faible qu'en phase liquide qu'en phase gazeuse. Elle est de l'ordre de 10 puissance moins 12 mètres carrés par seconde contre 10 à la puissance moins 8 mètres carrés par seconde. En conséquence, la vitesse de pénétration elle est réduite. De même,
une faible humidité relative ralentit la dissolution du CO2 par manque d'humidité. Donc, il faut de l'humidité pour que le CO2 va se dissoudre. Et donc, il y a le ralenti du processus de carbonatation. Pour que la carbonatation soit maximale, il faut que l'humidité relative elle soit suffisamment faible pour qu'une phase gazeuse connectée permettant la diffusion du CO2 gazeux soit présente, soit qu'elle soit suffisamment importante pour que la réaction de carbonatation proprement dite puisse avoir lieu en phase aqueuse. Et en effet, la carbonatation de la proprement dite passe inévitablement par la rencontre des cations Ca2+, avec le C3, les anions C3,2+, pour former, bien sûr, le CaCO3. Et enfin, la provenant du CO2 qui est dissous dans l'eau. La carbonatation, donc, elle est maximale lorsque l'humidité relative a une valeur modérée, moyenne. C'est-à-dire lorsque, selon certains auteurs, lorsqu'elle est de 40 à 60, d'autres auteurs donnent de 40 à 80, et d'autres auteurs aussi donnent de 84 à 92%. Donc, la carbonatation, on peut conclure que la carbonatation ne se produit pratiquement pas dans les bétons totalement secs, ou bien aussi elle ne se produit pas dans les bétons complètement saturés d'eau. Elle est maximale lorsque l'humidité relative est de l'ordre environ en moyenne de 65%, c'est-à-dire des valeurs courantes dans les climats tempérés. Si on peut voir la figure sur la droite, les bétons confectionnés avec des rapports E sur C de 0,6 sur la courbe numéro 1 et 0,8 sur la courbe numéro 2. Ces bétons sont conservés 16 ans à 20 degrés Celsius. Leur profondeur de carbonatation passe par un maximum pour une humidité relative comprise entre 40 et 80%. Elle diminue rapidement pour des valeurs inférieures. Le CO2 ne peut se dissoudre par manque d'eau. Pour des valeurs supérieures, la diffusion en phase gazeuse est beaucoup plus lente et diminue la carbonatation. Donc, les valeurs ou les rapports E sur C des bétons testés sont supérieurs à ceux utilisés en pratique. Ils ont été choisis pour mettre en évidence l'influence de l'humidité relative grâce à des essais relativement rapides. Cinétique de la carbonatation. La pénétration du CO2 et sa réaction avec les hydrates de la pâte divisent le béton en deux. Une zone carbonatée et une zone non carbonatée. Malgré la complicité des phénomènes, on admet généralement que l'épaisseur de la zone carbonatée, qui est représentée par X en fonction de T, à un instant donné, T de la vie de l'ouvrage. Elle est donnée par la relation X en fonction de T est égal à x0 plus k racine de T. Avec T, c'est la vie de l'ouvrage, x0, c'est l'épaisseur carbonatée initiale, K est une constante prenant en compte à la fois la composition du béton, rapport E sur C par exemple, dosage et nature du liant, etc. Et les conditions d'environnement, c'est-à-dire l'humidité relative, la température, la pression, etc. Donc cette relation est celle que l'on obtient théoriquement en faisant l'hypothèse que les réactions chimiques liées à la carbonatation, passage en solution du CO2, dissolution de CaOH2, précipitation de CaCO3 sont infiniment plus rapides que la diffusion du CO2 gazeux à travers la matrice cimentaire qui est supposée ne pas évoluer en cours de temps. Donc la diffusion du CO2 devient alors l'étape limitante et l'évolution de la carbonatation du matériau est régie par un processus
un seul processus qui est la diffusion pure. Influence de la composition et des conditions de mise en œuvre sur la carbonatation du béton. On va traiter maintenant l'influence du rapport E sur C. Donc, les courbes de la figure illustrent l'influence du rapport E sur C sur la profondeur de la carbonatation. Donc, la relation linéaire entre la profondeur de carbonatation et la racine carrée du temps est observée expérimentalement, confirmant ainsi la diffusion et le phénomène dominant dans le processus de carbonatation et dans une large gamme de rapports E sur C. Donc, lorsque le temps augmente, la profondeur de la carbonatation augmente. Et aussi, lorsque E sur C augmente, la vitesse de carbonatation augmente aussi. Influence du dosage en ciment sur la carbonatation du béton. Sur la figure, on peut voir l'influence du dosage en ciment sur la profondeur de carbonatation de béton. Donc, c'est des éprouvettes 7 par 7 par 28 cm qui ont été préparées avec du béton utilisé avec un ciment CEM1 et des granulats de classe 0 à 20 mm. Ils ont tous la même maniabilité. Ce béton a été conservé à 20 degrés Celsius et à 50% d'humidité pendant une durée de 5 ans. Les courbes de 1 à 5 correspondent à des dosages en ciment respectifs de 200, 300, 350, 400 et 500 kg par mètre cube. Pour des bétons fabriqués à une même maniabilité, l'épaisseur carbonatée est d'autant plus faible que le dosage en ciment est plus élevé. Influence des conditions de cure. Sur la figure à droite, la courbe 1 correspond à des éprouvettes de béton préparées avec des ciments de type CEM1 conservés 24 heures en moule puis 6 ans à l'air. La courbe numéro 2, c'est des bétons qui ont subi une cure de 24 heures en moule et suivi de 27 jours dans l'eau, plus 6 ans dans l'air, à la température de 20 degrés Celsius et 50% d'humidité. La carbonatation est réduite lorsque le béton jeune est conservé suffisamment dans l'eau, avant d'être exposé au milieu ambiant. Donc la courbe à droite montre l'influence des conditions de cure sur la carbonatation. De manière générale, la réduction de temps de cure accroît de façon significative la profondeur de carbonatation. Une cure inadaptée conduit à une hydratation insuffisante de la courbe superficielle du béton par manque d'eau, ce qui augmente la porosité et par conséquent la sensibilité à la carbonatation. La réduction du temps de cure peut donc avoir une conséquence néfaste à long terme alors qu'une cure humide prolongée limite la profondeur de carbonatation. En pratique, l'effet de la cure est particulièrement sensible dans les premiers jours. Ceci est illustré sur la figure qui est à gauche, relative à des éprouvettes de béton confectionnées avec de ciment Portland renfermant 12% de C3A, comme le montre la courbe numéro 1, et le ciment contenant 70% de laitier de haut fourneau, comme le montre la courbe numéro 2, qui sont conservés après une cure initiale dans l'eau pendant un an à l'air et à l'abri de la pluie. Outre les caractéristiques intrinsèques du matériau, les conditions de mise en œuvre influencent également la vitesse de carbonatation, le coffrage, par exemple, la vibration, la finition. Influence de la résistance à la compression. Dans la pratique des ingénieurs, la résistance à la compression est l'indicateur
le plus couramment utilisé pour caractériser un béton durci. La figure qui est à droite représente la relation entre la résistance mécanique et la profondeur de carbonatation pour différents bétons. Une relation quasi linéaire est observée. On constate également qu'au-delà d'environ 50 mégapascales, la carbonatation devient négligeable du fait d'une porosité de plus en plus faible. Sur la courbe à droite, donc les courbes représentées sont relatives à un béton de ciment de type CEM1, courbe 1, et d'un béton de ciment CEM2 à 30% de cendres volantes, courbe numéro 2, exposée 2 ans à l'extérieur ou à l'intérieur. Sur la courbe qui est à gauche, donc, c'est une courbe qui correspond à la courbe 1, qui correspond à des mesures effectuées dans une atmosphère à 0,03% de dioxyde de carbone, tandis que la courbe numéro 2 est relative à des endroits à forte concentration en dioxyde de carbone, de l'ordre de 0,2%, par exemple dans les garages ou dans les tunnels. L'influence de la teneur en CO2 est surtout sensible pour des résistances de la compression inférieures à 30 mégapascales. Influence des additions minérales. Dans les bétons incorporant le laitier de haut fourneau, la profondeur de carbonatation s'accroît avec le pourcentage de laitier ajouté. En moyenne, elle est de 1,5 fois plus élevée qu'un béton fabriqué avec un ciment contenant 50% de laitier de haut fourneau par rapport à un béton de ciment Portland. Pour les cendres volantes, l'accroissement de la carbonatation n'est sensible que si le pourcentage des cendres dépasse les 30%. Il convient donc de rappeler que la vitesse et le degré d'hydratation des bétons contenant du laitier ou des cendres volantes sont davantage affectés par une cure insuffisante que les bétons de ciment Portland. Pour le cas des ciments Portland composés au filaire, il montre que l'ajout de filaire calcaire, 15 et 20% en masse par rapport au ciment, et de filaire siliceux de 10 et 25%, à des clinkers, conduit à des épaisseurs de carbonatation du même ordre de grandeur que celles obtenues avec des ciments Portland, de même classe de résistance. Pour les fumées de silice, on a une place particulière puisqu'elles permettent de confectionner des bétons de haute performance, les BHP. Or, l'ajout de fumée de silice consomme la portlandite et ceci peut donc modifier la vitesse de carbonatation. Donc, en conclusion, porosité du béton et profondeur de carbonatation varient dans le même sens. Cette analyse est confirmée par l'étude des bétons de haute performance, les BHP, dont la profondeur de carbonatation est très faible et voire déjà nulle. Ainsi s'achève le cours de carbonatation du béton. Merci de votre attention et au prochain cours, Inch'Allah.